Les forêts montagneuses du Pérou renferment d'innombrables secrets, certains immenses et grandioses, d'autres plus petits et plus discrets. Comme les abeilles mélipones, des abeilles tropicales sans dard qui restent encore une énigme pour les chercheurs. Mais une chose est sûre, elles sont indispensables à la survie de la forêt. L'entomologiste et spécialiste des abeilles César Delgado ainsi que la biochimiste Rosa Vázquez Espinosa partent sur leurs traces. Les abeilles contribuent de manière significative à la sauvegarde de la planète. En pollinisant, elles maintiennent l'équilibre de la forêt. Et elles fournissent de la nourriture et de quoi se soigner aux communautés qui y vivent. Puerto Prado, dans le sud du Pérou. Ce port est la porte d'entrée des vallées fluviales du cours supérieur de l'Amazone. La région est l'une des plus inaccessibles du pays, d'où l'intérêt qu'elle présente pour les chercheurs. Elle se situe en grande partie sur le territoire des Achaninka, la plus grande communauté autochtone du bassin amazonien. Quiconque veut y pénétrer pour mener à bien des projets en collaboration avec les habitants doit commencer par se présenter officiellement. Je suis très heureux d'être parmi vous ce matin pour vous expliquer ce que nous faisons. Je travaille pour l'Institut de recherche de l'Amazonie péruvienne, dont le siège est à Iquitos. Aujourd'hui, des représentants de différentes institutions en charge du développement de la région sont réunis ici, avec pour objectif la sauvegarde et l'élevage des abeilles sans dard. Mon rôle consiste à enseigner l'apiculture, comment récolter le miel et améliorer la production. Merci à tous. Nous vous souhaitons un bon séjour. Soyez les bienvenus. Merci. Et c'est parti. Les voies navigables constituent la principale infrastructure de cette région en grande partie dépourvue de route. César Delgado et Rosa Vázquez Espinosa ont fait le déplacement depuis Iquitos. Ils partent en expédition dans les profondeurs de la forêt, en quête des abeilles sauvages. Des pirogues à moteur assurent régulièrement la liaison avec les villages les plus éloignés. Malgré l'étroitesse des embarcations, il y a toujours une place pour toutes sortes de marchandises. C'est ici, sur les berges du Rio Ene, que commence le territoire des Achaninka. Direction le petit village fluvial de Pichiquia, à plusieurs heures de navigation. Depuis quelques années, César et Rosa partent régulièrement en expédition afin d'étudier les abeilles mélipones. Ils espèrent que les espèces locales pourront contribuer de manière significative à la protection de la forêt. Un fait intéressant a cette fois-ci attiré leur attention. Ils ont entendu parler d'abeilles qui produiraient un miel toxique. Il pourrait s'agir d'un point de départ prometteur dans la quête de principes actifs médicinaux. Le Pérou est le troisième plus vaste pays d'Amérique du Sud. 60% de son territoire sont recouverts de forêts tropicales. Après le Brésil, il possède la deuxième plus grande part de l'Amazonie. Dans sa portion supérieure, le bassin fluvial traverse lentement la région des Andes. C'est le pays des forêts humides de montagne.
l'équipe se rend dans la Vrahem, une région du sud qui reste l'une des plus inaccessibles du pays. C'est notamment pour cette raison que l'on trouve encore ici de grandes surfaces de forêts primaires intactes. Première étape à Pichikia. Le village de 150 personnes est bordé par 2 réserves naturelles. Un camp de base idéal pour rayonner. César Ramos est l'apou de la région, c'est-à-dire qu'il a été élu chef suprême de 22 communautés Ashaninka. Il s'est engagé à soutenir les 2 scientifiques dans leur expédition. En attendant leur arrivée, son fils Mathius aimerait en savoir davantage sur les abeilles et la protection de la nature. C'est un sujet intéressant. Et pourquoi? Justement parce que les abeilles contribuent à la préservation de la nature. Elles constituent un indicateur. Il faut s'efforcer de les protéger et replanter les arbres dont les mélipones locales se nourrissent. Parce qu'elles font partie intégrante de la nature qui nous entoure et de notre habitat. Si on ne sauvegarde pas les abeilles, notre planète et notre monde courent à leur perte. Après plusieurs heures de bateau, Rosa et César parviennent à destination. C'est la première fois qu'ils viennent dans cette partie de la région. Leur mission, soutenir l'apiculture locale avec des abeilles mélipones sauvages et passer au crible la forêt dans l'espoir de découvrir des nouvelles espèces. César entreprend ce genre d'expédition plusieurs fois par an et dans tout le pays, ainsi qu'en Colombie, au Brésil et dans d'autres pays d'Amérique latine. Rosa a créé une ONG dédiée au reboisement ainsi qu'à la protection et l'étude des abeilles sans aiguillon. Cette fois-ci, Richard Antonio les accompagne. Il est garde nature pour le CERNANP, le Service national des aires naturelles protégées par l'État. Ce militant écologiste fait partie des Ashaninka et a grandi ici. Un nouveau jour se lève sur la vallée de l'Aîné. César est déjà debout. Il veut voir si les plantations aux abords du village commencent à attirer des abeilles mélipones. Mais les abeilles sauvages locales ont fait place à d'autres congénères. Là, ce sont des abeilles africaines. Une espèce originaire d'Afrique, comme son nom l'indique. Elle est très bien adaptée au climat tropical de nos latitudes. On les trouve maintenant dans presque toute la forêt amazonienne. Elles représentent un grand danger pour nos abeilles sandars. Comme les populations d'abeilles africaines sont nettement plus nombreuses et actives, leurs cousines endémiques se raréfient. Elles sont poussées hors de leur niche écologique. Sans compter que les abeilles africaines, importées à l'époque coloniale, ont apporté avec elles des parasites qui représentent une autre menace pour les abeilles locales ainsi que pour l'équilibre de l'ensemble de l'écosystème. On compte dans les 300 espèces d'abeilles mélipones, chacune adaptée à des fleurs de taille et de types divers et variés. Prenez cette fleur. Eh bien, l'abeille européenne, Apis mellifera, est trop grosse pour la butiner. Il n'y a que les petites abeilles sans aiguillon mesurant 2 ou 3 mm qui peuvent y pénétrer. À travers le monde, plusieurs centaines d'espèces d'abeilles sandars peuplent les régions tropicales. À ce jour, on en a recensé 175 au Pérou.
Mais selon les estimations, il pourrait y avoir plus de 300 espèces endémiques. Elles doivent leur nom au fait que leur aiguillon est trop petit pour percer la peau des humains. Certaines espèces peuvent cependant infliger avec leurs mandibules de douloureuses morsures à leurs attaquants ou s'agripper à la fourrure des mammifères. Elles vivent souvent dans des troncs d'arbres creux ou des cavités souterraines. Elles construisent de longues entrées en tubes recouverts de propolis, un mélange collant de résine et de cire, afin de protéger la colonie des insectes prédateurs. Des gardiennes sont postées au point d'entrée et contrôlent l'accès au nid. Traditionnellement, la plupart des peuples indigènes récoltent du miel sauvage, un remède très apprécié, et pratiquent l'apiculture dans des calebasses ou des troncs d'arbres creux. César mise sur des méthodes modernes pour augmenter les récoltes et développer un marché à la fois durable et lucratif. À Pichiquia, Rosa et lui ont déjà trouvé 2 nouvelles jeunes apicultrices intéressées par son idée. Pour mieux leur expliquer, César a apporté sa propre colonie d'abeilles. Fort de son expérience, Richard lui sert d'assistant. Première leçon, une dégustation des produits des abeilles. Alors c'est bon? Un peu acide. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment on installe un nouveau nid et on démarre un élevage? Tu commences par trouver un nid dans la forêt. Tu en prélèves une partie que tu places dans une ruche. Et après, tu refermes le nid sauvage. Ensuite, il faut attendre 3 ou 4 mois avant de prélever un nouveau nid ou de récolter du miel sauvage. Une fois la colonie dans la ruche, les abeilles mettent environ 7 mois pour reconstruire leur maison et fabriquer les urnes pour le miel. C'est le temps nécessaire avant de réaliser la première récolte. César Ramos, l'Apu, se rend sur le Rio Aîné avec son fils et un ami. Il profite du trajet pour lancer les filets dans le fleuve. Les eaux poissonneuses de l'Avraëm constituent une importante source de nourriture pour les Achaninka. En 2010, un projet de méga-barrage de 165 mètres de haut près de Pichiquia a fait grincer des dents. Il prévoyait d'engloutir 100 000 hectares de forêt primaire et aurait engendré le déplacement de 10 000 personnes. Après avoir manifesté haut et fort, les Achaninka ont réussi à empêcher la construction de la centrale hydraulique. Plusieurs silures se sont pris dans les filets, de quoi nourrir tout le monde. Rosa, César et Richard sont invités au festin. Le poisson est grillé et accompagné de racines de manioc bouillies, le principal aliment de base dans la région. Pour les chercheurs, ce repas en commun est l'occasion de discuter. Ils veulent savoir s'il y a des abeilles mélipones dans les forêts alentours et quelles espèces les habitants du village ont repérées. Oui, il y a des abeilles mélipones ici. L'Angelita et la Neronto. Et Bournea. Oui, c'est ça. Où peut-on les trouver? Il y a 3 mois, j'en ai vu quelques-unes, à une demi-heure, 1 heure d'ici. Mais je ne sais pas si elles sont encore là. Ici, il y a 2 espèces, Eri et Pantamacoy. Mais elles sont maléfiques. Si vous les croisez, elles vous ensorcellent et vous mourrez. Selon notre culture, c'est comme de la sorcellerie. On considère que les abeilles qui nichent dans le sol sont mauvaises. On ne s'approche pas d'elles, et encore moins de leur nid. Un nouveau jour se lève.
Les différences d'altitude et de température ont donné naissance ici à une biodiversité d'une grande richesse, des conditions idéales pour les chercheurs. C'est parti pour une expédition dans les zones protégées au-dessus du village. De nombreux habitants sont venus leur prêter main forte. Le projet d'apiculture et la perspective de disposer d'une nouvelle source de revenus tout en protégeant la faune les intéressent. César et Rosa semblent être sur la bonne piste. L'histoire du miel toxique a notamment éveillé leur curiosité. Apparemment, les habitants rencontrent régulièrement l'espèce qui le produit dans les forêts alentours. On aménage une station forestière en périphérie de la réserve naturelle en camp de base, cuisine de campagne incluse. Michaela Ouaman a aussi rejoint les rangs de l'expédition. Dans son village d'origine, plusieurs heures en amont, elle s'investit déjà dans la protection de l'environnement. Elle aimerait maintenant en apprendre davantage sur l'élevage des abeilles mélipones. César, Rosa et Richard sont directement partis à la recherche de leur nid. Selon certaines études, on en trouverait entre 3 et 11 par hectare de forêt vierge. Mais avec la végétation dense qui recouvre le sol, difficile d'en trouver les entrées. Et le réchauffement climatique complique encore les choses. Il faut marcher toujours plus longtemps pour trouver des nids d'abeilles mélipones. Les fleurs ne donnent plus de nectar et les abeilles n'ont donc plus de quoi s'alimenter. Avec l'augmentation des températures, certaines abeilles s'aventurent plus loin en altitude. Des feux de forêt se déclenchent. Il y en a eu 2 d'affilée. Tout cela menace l'habitat des abeilles. Les abeilles sauvages jouent un rôle crucial dans l'écosystème de la forêt humide. Ce sont de loin les plus importants pollinisateurs des plantes endémiques. Certains scientifiques estiment même que les abeilles mélipones réalisent jusqu'à 90% de la pollinisation dans les forêts tropicales. L'habitat des abeilles est un joyau de biodiversité. Il est pourtant menacé. Chaque année, 200 000 hectares de surface boisée disparaissent au Pérou. Une situation dangereuse, y compris pour les abeilles sandars. Elles dépendent de la biodiversité de la forêt primaire qui leur offre une flore variée et des sites de nidification adaptés. César et Rosa arrêtent leurs recherches pour aujourd'hui et décident d'aller voir le nid évoqué par Lapou au cours de leur discussion autour du feu. L'entrée du nid semble discrète. Chaque nouvelle colonie découverte est soigneusement mesurée et cartographiée. Ainsi, Rosa et César veulent progressivement établir une carte de la répartition des différentes espèces au Pérou et découvrir lesquelles sont les plus menacées et nécessitent une protection. Pour les nids de Melipona et Bornea, on fait une coupe 30 cm au-dessus de l'entrée. Mais comme ici on a affaire à une espèce de taille plus petite, 15 cm suffiront. On va voir ce qu'il en est. On pense que le nid pourrait aller plus loin vers le haut. Il peut aussi y avoir des différences régionales en fonction des températures, du climat, de la composition du sol. Tout peut avoir une incidence. L'heure est venue d'ouvrir le nid, une opération que Lapou tient à réaliser lui-même. Cette action, a priori invasive, a en fait pour finalité de protéger la nature. Tout le monde a hâte de voir à quoi ressemble l'intérieur du nid.
Les suppositions de Richard s'avèrent justes. Le nid s'étend sur une plus grande partie du tronc qu'attendu. Il faut rectifier la coupe. C'est une colonie de Tetragonisca angustula, plus connue ici sous le nom de Shinkenka. Les communautés locales élèvent cette espèce pour son miel, auquel on attribue diverses vertus médicinales. Les Shinkenka n'en produisent pas beaucoup. Sur le marché, le miel d'abeille normal coûte au litre l'équivalent de 5 €, contre 100 à 150 € pour celui-ci. Rosa prélève rapidement quelques échantillons pour le laboratoire. Elle étudiera de plus près la composition du miel et des autres produits des abeilles, qui contiennent peut-être des principes actifs inconnus. Richard s'attelle au prélèvement du nid. Il transfère une partie de la colonie dans une ruche. Elle servira aux futurs apiculteurs du village à démarrer leur élevage. On cherche encore la reine. Vous ne la voyez toujours pas? Peut-être qu'elle s'est enfuie à cause du bruit de la tronçonneuse. Il y a de moins en moins d'abeilles standards à cause des pesticides, du changement climatique, de la déforestation ou de la compétition avec d'autres espèces. Il faut donc rétablir les populations. Et l'apiculture durable représente la meilleure solution. Les abeilles mélipones sont des insectes sociaux. Comme les abeilles domestiques, elles forment des colonies où elles vivent de manière permanente. Elles ont pour spécificité de conserver des reines non accouplées de secours. D'ici 2 à 3 jours, l'une d'entre elles se transformera en reine pondeuse. La ruche restera ici encore quelques jours avant de pouvoir être transférée ailleurs. On cherche à créer un endroit adapté pour les abeilles, pour les protéger. Cette protection doit aussi bénéficier aux populations locales, pour qu'elles puissent tirer profit de la production de miel, de pollen et de cire. Sans abeilles, pas de forêt. Sans forêt, pas de développement économique pour les habitants. Et si elles n'ont aucun revenu, les communautés indigènes sont fragilisées. Les Ashaninka s'efforcent de concilier les influences modernes avec leur mode de vie encore largement traditionnel. Chaque jardin est un garde-manger. Aux abords des villages, on trouve de petites parcelles arrachées à la forêt. Aujourd'hui encore, la plupart des communautés vivent en semi-autarcie. Si le produit de la chasse, la pêche et la cueillette de fruits dans la forêt se retrouvent dans leur assiette, l'aliment central reste le manioc. Les longs tubercules sont arrachés après avoir été soigneusement défanés. Qu'ils soient bouillis, cuits à la vapeur ou frits, ils sont au menu de la plupart des repas. Aujourd'hui, les femmes du village veulent préparer du masato. Cette boisson fermentée légèrement alcoolisée est très appréciée des Ashaninka. Pour préparer le manioc, on le pèle, on l'émince et on le lave. Ensuite, on le fait cuire dans une casserole. Après, on laisse la mixture reposer et fermenter. Pour finir, on filtre le tout avec une passoire et c'est prêt. Au cours de leur histoire, les Ashaninka ont déjà dû défendre leur territoire et leur mode de vie à plusieurs reprises. Face aux ambitions impérialistes des Incas, à l'asservissement colonial par les conquistadors espagnols et à l'accaparement des terres par les colons et les chercheurs d'or. César Ramos mise beaucoup sur la protection de l'environnement et le reboisement pour préserver la région et avec elle, les moyens de subsistance de son peuple. La forêt est tout pour nous. Et en premier lieu, une source de nourriture. S'il n'y avait pas de forêt dans les montagnes, les rivières s'assécheraient et la vie des animaux et des plantes médicinales serait menacée. Notre mode de vie a toujours été durable. Nos parcelles de culture font au maximum un demi-hectare. Les gens qui viennent de l'extérieur, en revanche, exploitent des champs de 10, 15 ou 20 hectares. En protégeant le territoire des communautés indigènes, on assure aussi un habitat pour nous et pour nos enfants. À plusieurs heures de bateau en amont,
Une autre menace plane sur les territoires des Ashaninka et les abeilles mélipones, les cartels de la drogue. Tandis que Rosa poursuit sa quête de nid d'abeilles à Pichikia, César se rend avec un petit groupe à Chimetao, un village de montagne. La route passe par une région encore couverte il y a peu de forêts vierges et où poussent aujourd'hui des arbres à coca. Le Pérou est l'un des plus gros producteurs de cocaïne au monde, principalement dans la région de l'Avraëm. Le trajet est interrompu par un glissement de terrain qui bloque la route. Quelques habitants de Chimeato sont accourus pour les aider. J'ai du pain et des gâteaux. Vous en voulez? David Cardenas dirige l'antenne régionale du CERNANP, l'autorité environnementale péruvienne. Il connaît tout le monde dans la région et accompagne l'expédition en tant qu'agent de liaison. Dans les zones protégées alentour, il aimerait préserver les dernières parcelles de forêt intactes de la mainmise des producteurs de coca. Un numéro de haute voltige dans lequel les abeilles sandars pourraient aussi avoir leur rôle à jouer. Mais pour l'instant, il s'agit d'abord de dégager la piste. Voilà qui est fait. Chimeato est perché à 1000 mètres d'altitude, en plein cœur de la forêt. C'est l'entrée méridionale de la réserve Ashaninka, qui vise à préserver les ressources naturelles et le mode de vie de ces communautés. Il y a un an, César et Rosa étaient venus aider les villageois à installer des ruches. À présent, César veut vérifier si les abeilles vont bien et si les habitants ont déjà pu effectuer une première récolte de miel. Il supervise des projets apicoles dans beaucoup d'autres communautés indigènes. À ce jour, Rosa et lui ont prodigué des cours d'apiculture dans 13 des 24 départements du pays. Et ils ont dû déjà faire face à de nombreux problèmes. Parfois, le soleil tape trop fort sur la ruche, ou la pluie s'infiltre à l'intérieur et tout devient trop humide. Alors les abeilles s'envolent ailleurs. Et si des cafards y pénètrent, elles abandonnent aussi les lieux illicaux, parce qu'elles ne supportent pas l'odeur. Bon, on va jeter un coup d'œil? Oui, volontiers, allons-y. Les habitants ont installé les ruches sur une parcelle voisine gagnée sur la forêt. Ils se sont lancés dans l'apiculture l'année dernière. Reste à voir si leurs efforts ont porté leurs fruits. Les choses ne se présentent pas bien. C'est une colonie des Bournéas. Elles étaient sur le point de s'en aller, mais elles se reposent de nouveau. Regardez, c'est tout humide. La structure en cire qui entoure le nid est toute blanche.
ça signifie qu'elle a déjà été contaminée par des champignons. Il faut que vous déplaciez la ruche à un endroit plus ensoleillé. Il y a trop d'humidité ici. Juste à côté se trouve une autre ruche de Shinkenka. Cette colonie a l'air de s'être mieux développée. César reste néanmoins sceptique. Les sites choisis par les habitants ne semblent pas convenir aux abeilles. César peut déplacer le nid à main nue, ses occupantes étant inoffensives pour l'être humain. Il y a aussi de la moisissure. C'est trop humide. Cela n'a pas empêché les abeilles de produire du miel. Cependant, César n'en récupère que quelques gouttes. C'est trop peu. Les abeilles souffrent ici. Elles peuvent s'en aller d'un moment à l'autre parce qu'elles ne supportent pas l'humidité. Dans ces conditions, on ne parviendra jamais à produire du miel en quantité suffisante. Normalement, ce nid devrait en fournir au moins 250 millilitres. César est contrarié. Le choix du site a mis les abeilles à rude épreuve et menace tout le projet. Il était grand temps qu'il revienne pour faire le point. Il va devoir donner un coup de main aux futurs apiculteurs. Chimeato est un village Ashaninka typique. Entre les maisons poussent diverses plantes aromatiques qui forment une sorte de jardin botanique. Un véritable paradis pour les insectes. Mais lorsque l'on regarde en arrière, tout ne semble pas aussi rose. David se souvient. Il y a 5 ans, avant la pandémie, il n'y avait que des tronçonneuses et des fumées de brûlis partout. Sur les 7000 hectares de la vallée, environ 1500 ont été déforestés pour planter de la coca. On compte entre 3 et 11 nids d'abeilles mélipones par hectare de forêt. Je vous laisse imaginer le nombre de nids détruits. Et le problème avec la coca, c'est qu'il s'agit d'une monoculture. Donc si vous ajoutez à cela l'utilisation de pesticides, l'impact sur l'environnement est énorme. Du fleuve jusqu'à là-haut, il y a encore un peu de forêt. Sur les falaises d'en face aussi. Mais là-bas, on ne voit que des arbres à coca. On réfléchit donc à comment ne pas perdre le combat contre la culture de coca. On aimerait proposer d'autres solutions aux habitants pour qu'ils arrêtent de louer leurs terres au cartel et de les déboiser, parce que les conséquences sont catastrophiques. Dans la région de Chimeato, une seule plante est pour l'heure capable de rivaliser avec la coca. Ses fruits doux amers atteignent régulièrement des prix records sur le marché mondial. C'est le cacao. L'Avraëm est la plus importante région productrice de cacao du Pérou. Ces immenses forêts renferment de nombreuses variétés locales prisées tout autour du globe. Des paysans comme Lirio Diaz, qui exploitent une plantation non loin du village, misent sur une production éco-responsable. Les fèves sont mises à fermenter, puis séchées, avant d'être broyées pour en faire de la pâte de cacao. Afin d'augmenter les récoltes et de dégager une source de revenus supplémentaires pour sa famille, Lirio a recruté des assistantes très travailleuses malgré leur petite taille. Sa plantation est désormais parsemée d'une vingtaine de ruches. Et le succès est au rendez-vous. C'est du miel d'abeille Melipona angelita, mieux connu ici sous le nom de Miskichuspi.
Sur le marché, on vend les 500 grammes à 50 €. Ce miel est très bon pour les bronches ou pour les couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants. On l'utilise encore pour soulager un ptérygion ou des conjonctivites. Les abeilles butinent les citronniers, les avocatiers et autres arbres qui fleurissent par ici. Elles extraient le nectar des fleurs tout en les pollinisant, ce qui nous aide à augmenter notre production. Ce que de longues années d'expérience ont enseigné à Lirio, comme choisir le bon site pour les ruches ou prendre bien soin des abeilles, les villageois vont encore devoir l'apprendre. Aujourd'hui, César va retrouver Rosa à Pichiquia. Mais avant, il veut donner un dernier coup de main aux habitants de Chimeato. Ils ne deviendront pas apiculteurs du jour au lendemain, et chaque fois que le biologiste leur rend visite, il s'efforce de leur transmettre un maximum de connaissances. Après avoir sélectionné le nid le plus développé, il va le diviser en deux afin d'obtenir une seconde colonie et d'augmenter les chances de faire une bonne récolte. Mais d'abord, il vérifie la qualité du miel. Il est mûr. Quelqu'un veut goûter? C'est très bon. Maintenant, il faut qu'on divise le nid. Une couche de cire feuilletée et parcourue de galeries entoure l'intérieur du nid. Cette structure permet de protéger le couvain du froid et du chaud en régulant les fluctuations de température. C'est la reine. Elle est tombée. Et ça, ce sont les rayons de couvain. C'est là que les nouvelles abeilles vont grandir. Et c'est ce qu'il faut qu'on divise. La couvée récemment éclose sur ce rayon de couvain semble saine. On y trouve aussi des reines de secours. L'une d'elles sera choisie pour pondre après la division. Toutes les conditions sont réunies pour former une nouvelle colonie. On laisse quelques rayons à l'intérieur. 2 et 3. On met le reste là-dedans. Et on obtient un nouveau nid. La reine est restée dans le nid d'origine. Elle s'est immédiatement installée sur les rayons de couvain restants et s'est remise à pondre. Le nouveau nid est prêt. Ne reste plus qu'à trouver un endroit adéquat pour installer la ruche dans les environs du village. Alors, peut-être, pourront-ils bientôt effectuer leur première récolte de miel. De nombreuses communautés dans lesquelles César a donné des cours d'apiculture tirent désormais de bons revenus de cette activité. Elles ont accumulé suffisamment de connaissances pour élever elles-mêmes de nouvelles colonies et continuer de multiplier le nombre d'abeilles mélipones. C'est bon pour les humains, mais aussi pour la forêt tropicale. Le temps des adieux est arrivé, mais César a décidé de revenir bientôt pour s'assurer que le miel coule enfin. Retour au camp de base à Pichiquia. Rosa est toujours en quête d'espèces d'abeilles intéressantes pour son travail de recherche. Aujourd'hui, elle suit une nouvelle piste en compagnie de Richard. On leur a parlé d'une femme qui vit seule avec son mari au cœur de la forêt et qui connaît les plantes médicinales. Peut-être connaît-elle aussi les vertus du miel des abeilles mélipones.
Bienvenue. Je veux vous peindre au roucou. Les traditionnelles peintures faciales sont réalisées à partir du jus rougeâtre extrait de graines de roucou. Elles servent de signe d'appartenance. Beaucoup les utilisent aussi en guise de maquillage et de protection solaire naturelle. Dis-nous, qu'est-ce que tu sais des abeilles mélipones? Tu connais les Shinkenka ou les Neronto? Est-ce que vous mangez leur miel? On récolte toujours le miel des abeilles sandars quand on en trouve dans la forêt. Nos ancêtres disaient que les abeilles étaient autrefois des humains. Tu utilises le miel pour soigner quelle maladie? Et avec quoi tu le mélanges? Je soigne différentes choses. Le miel a des vertus médicinales. Il est aussi plein de vitamines. Avec quoi tu l'associes? Avec des racines ou de l'écorce d'acajou, par exemple. Et quoi d'autre? Du quinquina ou de l'esquinante, une liane. On en trouve ici? Oui, plein. C'est une piste très prometteuse. La chamane connaît de nombreuses plantes traditionnellement associées au miel. Un nouveau point de départ pour Rosa, qui va pouvoir étudier une multitude d'ingrédients médicinaux et leurs combinaisons. Parle-moi encore des abeilles. On dit qu'autrefois, le dieu Avireri transformait les humains en toutes sortes de créatures possibles. Si on était ivre et qu'on croisait sa route, il vous métamorphosait immédiatement. Un jour, il a rencontré un homme qui a grimpé dans un arbre. Il l'a transformé en Eri, les abeilles qui vivent dans la terre. Elles sont nocives pour nous. Telle est leur mission. C'est ma mère qui m'a raconté ça il y a bien longtemps. Cette histoire galvanise Rosa et Richard. C'est un indice supplémentaire de la possible présence d'abeilles produisant du miel toxique dans les forêts autour de Pichiquia. Retour au camp de base. César est revenu et aimerait aussi continuer de promouvoir l'apiculture avec des abeilles sandars ici à Pichiquia. Micaela et Maïda se montrent particulièrement intéressées. Cela fait longtemps qu'elles aimeraient en apprendre davantage sur les abeilles mélipones et leur miel. Tout le monde est impatient de savoir si les angelitas prélevées il y a quelques jours se sont bien acclimatées dans leur nouvelle maison. Le nid a l'air en bon état. Ici, il y a le miel, et là, la cire qui recouvre le couvain. On a aussi les œufs, qui donneront naissance à de nouvelles abeilles. Il y a un peu de miel ici. Il est bon. Nous, les femmes indigènes, nous voulons protéger les abeilles, mais aussi les élever pour gagner de quoi nourrir notre famille. S'il n'y avait pas d'abeilles mélipones ici, que deviendrait-on? Il faut que nos frères et sœurs à Chaninka protègent la biodiversité, et plus que jamais, les forêts où elles vivent. Sans les abeilles, on n'aurait rien à manger, parce que ce sont elles qui pollinisent les plantes. Quand un de nos enfants a une bronchite, par exemple, on prend un peu de miel, on le mélange avec de la graisse de souris, une grosse larve,
Puis, on lui frictionne la poitrine et la gorge avec. Et en un rien de temps, il va mieux. Rosa et César reprennent leurs recherches. Se pourrait-il qu'il existe ici une nouvelle espèce d'abeille encore totalement inconnue? Dans le sous-bois touffu, les minuscules entrées des nids sont difficiles à repérer. Les deux chercheurs ont besoin de l'aide de quelqu'un qui connaît bien la forêt. Richard, je n'ai encore jamais travaillé avec des ruches souterraines. Comment on s'y prend? Les abeilles creusent leur nid dans les sols argileux, où on trouve souvent aussi des fourmilières. Elles préfèrent ce type de sol pour que leurs prédateurs aient plus de mal à creuser s'ils attaquent le nid. Il faut bien regarder. Si vous voyez pas mal de fourmis coupeuses de feuilles, c'est là que vous pourriez en trouver. Enfin, la chance leur sourit. Richard a découvert quelque chose d'intéressant. Un trou dans le sol en forme de cylindre en argile. L'entrée d'un nid d'abeilles. Elles sont petites, non? C'est quoi leur nom déjà? Chetanti. Est-ce que ce nom veut dire quelque chose? Dans notre culture, il est interdit de manger le miel ou le pollen de cette abeille. Cela peut vous rendre malade, causer des vertiges ou des vomissements, voire conduire à la mort. Ces abeilles se nourrissent de cadavres d'animaux. Des bactéries nocives se développent peut-être dans leur miel. Ce serait bien de réaliser un examen microbiologique. Ce coin n'a encore jamais été étudié. Si on intensifie les recherches, on dénombrera sûrement plus de 300 espèces d'abeilles mélipones. Il pourrait s'agir d'une nouvelle espèce? Oui, c'est bien possible. Alors il faudrait faire une analyse d'ADN pour le confirmer. Du miel toxique, c'est du jamais vu. J'ai hâte de prélever des échantillons. Les scientifiques sont déterminés à éclaircir le mystère. Ne leur reste plus qu'à se procurer les échantillons nécessaires. Creuse prudemment, Richard. Les chercheurs prélèvent quelques abeilles qui leur permettront de déterminer précisément l'espèce dont il s'agit. Regardez, ce miel est tout transparent. Retour au camp de base. La table à manger se transforme en un éclair en laboratoire de terrain. Il faut étiqueter, classer et passer en revue les échantillons. César et Rosa sont fébriles. Les premiers détails anatomiques apparaissent sous la loupe. Il pourrait vraiment s'agir d'une espèce non encore identifiée à ce jour. Seule une analyse génétique pourra le confirmer. Ça fait plus de 5 ans qu'on cherche ces abeilles, mais personne ne veut nous les montrer, parce que culturellement, on dit qu'elles portent malheur. Bizarrement, quand on les a vues et que les villageois nous ont dit qu'ils ne les toucheraient pas parce qu'elles sont nocives, on n'a eu qu'une envie, ouvrir le nid. Malgré les années, on ne sait toujours rien sur elles, alors il faut qu'on prélève un maximum d'échantillons. On a compris qu'elles sont du genre Geotrigona, mais on ignore de quelle espèce.
Il faut donc réaliser une analyse ADN et microbiologique parce qu'on a entendu dire qu'elles étaient charognardes. D'un point de vue scientifique, il est essentiel que nous découvrions si c'est le cas ou s'il nous manque encore une pièce du puzzle. Ce qui nous intéresse, c'est de connaître les composés chimiques de ce miel et les plantes dont ils sont issus. Cela pourrait nous conduire à la découverte de tout nouveaux principes actifs susceptibles de guérir les tumeurs cancéreuses, les inflammations ou bien d'autres choses. Mais au-delà des vertus curatives du miel et de son utilisation médicinale, ce sont ces nouvelles découvertes qui peuvent aider l'humanité et les abeilles elles-mêmes. Seules des analyses chimiques approfondies permettront de déterminer si ce miel toxique renferme de nouveaux principes actifs. Une chose est sûre, la recherche sur les abeilles mélipones offre de nouvelles perspectives pour percer peu à peu les secrets de la forêt amazonienne et de son immense biodiversité. Les abeilles s'affairent déjà à rendre leur nid souterrain à nouveau habitable. Les rayons de couvain n'ont pas été endommagés par les chercheurs. La survie de la colonie est assurée. D'ici quelques jours, les ouvrières auront refermé l'accès du terrier. Les abeilles pourront alors recommencer à contribuer au maintien de l'équilibre du plus grand écosystème tropical de la planète. Les abeilles mélipones et les apiculteurs qui les élèvent participent à la préservation de la forêt et sa capacité à absorber le CO2. L'avenir de la planète dépend des abeilles, car sans elles, il n'y a pas de forêt, et sans forêt, pas de vie. Même si elles sont petites, les abeilles pourraient bien sauver le monde.